Merci d'être venu ce soir à notre première conférence de la saison, dans la salle de conférence de la cantine au Quai des Savoirs, avec on a un partenariat avec Edouard Forzi depuis bientôt 10 ans, et on le remercie de nous céder cette salle pour chacune de nos conférences. Donc je vous remercie à vous qui avez eu la gentillesse de venir, je remercie à tous ceux qui sont derrière les écrans et qui nous écoutent. Et puis également, je remercie tous les conférenciers qui ont bien voulu accepter de venir nous rejoindre. Autre information, je vous rappelle très rapidement l'agenda de l'année 2024-2025. Donc, mardi 19 novembre, c'est la conférence de ce soir. Donc, pas de problème, c'est sport et numérique. Ensuite, mardi 21 janvier, on a une conférence qui portera sur l'analyse du métier de journaliste face aux montées des algorithmes et de l'IA. Le mardi 25 mars, nous aurons une conférence sur le livre à l'ère du numérique. Là encore, la concurrence de l'IA, mais un petit peu en situation difficile, quelquefois, le livre. Donc, comment l'industrie du livre et les auteurs vont réagir par rapport à cette évolution. Et le mardi 21 mai, une conférence encore sur l'IA, le devenir de l'IA. L'IA par l'expérience internationale. Quelques mots sur le club, alors très vite. Le club a été fondé par Jean Bouzel, qui était sénateur et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, à l'Académie française, bien sûr. Il a souhaité monter des clubs audiovisuels dans les villes de province. Comme on disait autrefois, il ne faut plus dire ça. Mais il a réussi à monter quelques clubs qui visaient à s'adresser à un public un peu numérique sur la radio, la télévision, la presse, de façon à développer un esprit critique, un œil bien précis sur ce qui s'est passé, de façon à ce qu'ils atteignent, les auditeurs concernés, une meilleure citoyenneté audiovisuelle. C'était le but. Et depuis 25 ans, même plus, ça fait presque 30 ans maintenant que le club existe, eh bien, on poursuit sur ces avis de Jean Bouzel. Donc, nos conférences sont publiques, gratuites, ouvertes à tout le monde, naturellement, et n'ont pas de caractère orienté. C'est simplement une réflexion sur des thèmes qui sont liés à la radio, à la télévision, à la presse, ou bien tout ce qui concerne le numérique, que l'on considère de plus en plus aujourd'hui, parce que c'est un domaine qui envahit complètement notre espace. Chaque fois, on réunit un plateau composé d'experts, d'universitaires, de professionnels, d'avocats qui viennent, sans hésiter, bénévolement, faire vivre une conférence. Je rappelle que chaque membre du club doit être un vecteur de notre activité auprès de son réseau propre, de manière à nous attirer de nouveaux membres, parce que les années s'empilent et on aimerait retrouver un groupe de 2, 3, 4, 5 jeunes qui seraient susceptibles de prendre un peu le relais. Ce serait parfait. Alors, abordons la conférence de ce soir, si vous voulez. Tout d'abord, je remercie encore sincèrement nos intervenants. Bonsoir à Frédéric Delage, bonsoir à Maxime Guerrero, bonsoir à Marine Gargagli, bonsoir à Eric Ansel. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Nos intervenants internes sont Eric Castex, Isabelle Breuil, Marc Marlou et moi. Et bien sûr, on a des témoins aussi qu'il faut que je n'oublie pas. Il s'agit de Cyril Letterer, qui est entraîneur à l'équipe de football américain. Christophe Pat sera interviewé dans quelques instants. C'est un sportif de haut niveau, il fait du pentathlon. Il a été 2 fois champion du monde. Paul Rouet, également un sportif amateur, j'ai noté, mais il fait la course Ironman. La course Ironman, c'est quelque chose de fantastique. Il faut avoir une résistance hors du commun pour la faire. Hein. Le plan de la conférence, c'est dans le timing. Très bien, 4 chapitres. Alliance de la science et du sport. Donc, c'est Frédéric Delage qui va intervenir. Équilibre entre technologie et facteur humain. J'ai regardé ce titre. Bon, c'est surtout l'aspect technologique que vous nous présenterez, je crois. Peut-être un peu par la différence du facteur humain. Ensuite, le rôle de l'entraîneur avec les 2 Eric. Marc interviendra en 4
pour mettre l'humain un petit peu au devant de la question. Et puis, si j'ai du temps, je ferai la conclusion. Voilà. Alors, avant de démarrer, je voudrais vous proposer de regarder deux petites introductions vidéo. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet pour lequel je ne suis vraiment pas doué. Le sport. Même si ça ne se voit pas particulièrement chez moi, l'être humain a été designé par l'évolution pour être un mammifère coureur. Sur mon point de côté, je suis vraiment dans une condition physique de merde. On peut d'ailleurs se poser la question du don, car si, bien sûr, certains semblent avoir des prédispositions, tous les vrais sportifs vous diront que c'est avant tout une question d'entraînement et de persévérance. Et pour les sportifs de haut niveau qui ont su à la fois exploiter leurs dons et avoir le meilleur mental et recevoir le meilleur entraînement, là, la performance se joue vraiment à des détails. Et de plus en plus, ces détails, c'est la science. Car le sport moderne revêt aujourd'hui des problématiques de technique et de technologie de pointe. L'occasion de faire dialoguer plein de disciplines scientifiques différentes, surtout à quelques mois des JO. Je suis donc aujourd'hui de retour à Marseille pour aller à la rencontre des chercheurs de l'Institut des sciences du mouvement qui travaillent autant sur des problèmes concrets que sur des questions très fondamentales. Et s'il suffisait de s'imaginer cette prise délicate, ce lancer franc, cette balle de match pour réussir le geste parfait. Répéter le mouvement, encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. C'est la routine des athlètes de haut niveau en quête de performance. Et dans cette course vers la perfection, il n'est pas seulement question de contraction musculaire. Il faut aussi muscler ses connexions neuronales. Le sport de haut niveau devient alors un objet d'étude scientifique. La championne du jour s'appelle Harmony Tan, 26 ans, 90e joueuse mondiale en 2022, et un coup de raquette dévastateur. Comme beaucoup d'athlètes, Harmony est adepte de l'imagerie motrice, une pratique qui consiste à visualiser au repos les mouvements effectués lors des entraînements afin de les améliorer. Souvent, je le fais quand je suis off, au repos, pour pouvoir visualiser le coup, par exemple, que je veux travailler en coup droit, en revers ou au service. Plus on le fait, mieux on arrive à l'exécuter sur le terrain. Donc, il faut le faire vraiment tous les jours. Je pense que la partie mentale est assez énorme. La partie physique, c'est vrai qu'elle est aussi très importante. Et une partie aussi de tennis. Mais je pense que la partie mentale nécessite plus de 50% dans un athlète de haut niveau. Mais que se passe-t-il réellement dans le cerveau des sportifs lorsqu'ils pratiquent cette visualisation mentale? Et peut-on les aider à l'optimiser? C'est l'objet de l'étude menée par Camille Jeunet-Kellway, chercheuse en neurosciences au CNRS. Elle vient rencontrer Harmony Tan pour la première fois afin de collecter des données sur son activité cérébrale. À ce moment-là, il faudra enlever ta queue de cheval. Cette pratique mentale-là, elle est vraiment intéressante d'un point de vue de la performance parce qu'elle permet de solliciter des aires cérébrales qui sont similaires à celles qui sont sollicitées pendant l'exécution de mouvements, ce qui va permettre après d'améliorer la performance motrice. Dans les sports où il y a des gestes stéréotypés, on va avoir vraiment beaucoup recours à cette imagerie motrice qui d'ailleurs, c'est prouvé, permet d'améliorer la précision de mouvement, c'est-à-dire de diminuer la variabilité entre les mouvements. Les recherches sur l'imagerie motrice ne sont pas nouvelles, mais la miniaturisation permet aujourd'hui d'y associer des méthodes d'imagerie cérébrale en dehors des laboratoires, au plus près des sportifs. Grâce à des bonnets équipés d'électrodes, Camille enregistre en temps réel l'activité électrique des neurones d'Harmony lorsqu'elle visualise un coup droit ou un service. La scientifique travaille sur le neurofeedback, une méthode permettant aux sportifs d'optimiser leur performance mentale sur le long terme grâce à un logiciel spécialement développé. Il y a plusieurs moyens de faire de l'imagerie motrice. Une première manière, c'est de faire ce qu'on appelle de l'imagerie motrice visuelle. Dans ce cas-là, ce que l'on fait, c'est que l'on visualise des mouvements. C'est notre cortex visuel qui va être principalement impliqué, donc le cortex visuel qui est situé à l'arrière du cerveau. Il y a une seconde façon qui est de faire de l'imagination kinesthésique, ce qui veut dire, quand on imagine le mouvement, se remémorer toutes les sensations liées à ce mouvement, sensations de pression, de température, etc.
Et ce type d'imagerie-là va être associé à une modulation d'activité au niveau du cortex sensorimoteur. Et c'est cette modulation d'activité au niveau du cortex sensorimoteur qui va permettre d'avoir un effet bénéfique sur la performance motrice. C'est pour ça qu'il est important de guider les athlètes vers ce type d'imagerie motrice kinesthésique de manière à optimiser l'impact de l'entraînement cognitif sur la performance motrice. Pour analyser les données collectées sur HarmonyTan, direction l'INSIA, un laboratoire de neurosciences interdisciplinaires situé à Bordeaux. Donc, vous voyez les deux volets, l'aspect physique direct et l'aspect cérébral dans l'analyse numérique qu'on peut faire aujourd'hui.